Bonjour, bienvenue au CAPS du Cégep de Thetford. Je m'appelle Serge Fauché, je suis le coordonnateur des activités du CAPS. Pour faire suite à la dernière rencontre qu'on a eue, on a parlé des effets physiologiques de l'entraînement au niveau cardiovasculaire. Pour bien comprendre cette dernière dimension-là, avant d'entamer le cours d'aujourd'hui, on va devoir expliquer un peu ce qu'est le METS, la consommation d'oxygène qu'on a besoin pour vivre au repos. On va vous expliquer ça parce qu'on va vous expliquer les tests de conditionnement physique pour évaluer la condition cardiovasculaire doivent se baser sur cette consommation maximale-là d'oxygène qu'on peut atteindre. Donc, on va vous expliquer à la base c'est quoi le métabolisme de base. Par la suite, on va expliquer les effets d'entraînement au niveau de la vigueur musculaire. On va continuer avec les 4 déterminants. On va vous expliquer les effets physiologiques de l'entraînement au niveau de la vigueur musculaire. On va l'expliquer aussi au niveau de la flexibilité et du pourcentage de gras. Donc, avec les tests qui correspondent à ça pour évaluer la vigueur musculaire, la flexibilité et aussi le pourcentage de gras. J'ai emmené du matériel. Ça va expliquer l'ensemble des tests qu'on doit faire pour répondre, pour le cours d'éducation physique, au bilan 8.1 qu'on doit remettre à la fin de la séance. Donc, on commence avec l'explication de la consommation d'oxygène pour établir le métabolisme de base. D'abord, pour les étudiants, vous allez retrouver ça dans le chapitre 8 au Zoom 8.2. Qui correspond à consommation d'oxygène pour le métabolisme et MET. Donc, lorsqu'on parle de consommation d'énergie au niveau métabolique, c'est que lorsqu'on veut savoir au repos l'énergie qu'on a besoin pour vivre, si on veut savoir vraiment quel type de capacité notre cœur a, il faut être en mesure de se baser sur des mesures bien claires. C'est-à-dire, on va utiliser l'oxygène comme référence, la quantité d'oxygène qu'on a besoin au repos pour vivre. Donc, lorsqu'on va faire un effort maximal, on va vouloir savoir jusqu'à quel point on est capable de fournir de l'oxygène à notre corps. Donc, le cœur, en fonction de sa capacité, va nous fournir de l'oxygène. Je vais aller en détail tantôt avec ça. Mais le métabolisme de repos, le métabolisme de base, c'est l'énergie qu'on a besoin pour vivre au repos. Si je me couche à terre, puis je reste là pendant des heures, quelle quantité d'énergie j'ai besoin pour vivre? Il va y avoir des facteurs qui vont corriger ça. C'est sûr que s'il y a des filles de 5 pieds qui pèsent 110 livres, puis que j'ai des gars de 6 pieds 5 qui pèsent 250 livres, le métabolisme de base pour ces deux personnes-là sont différents. On doit utiliser, en fait, on va simplifier ça au maximum, la quantité d'énergie qu'on a besoin pour vivre au repos correspond à 3,5 millilitres d'oxygène par kilogramme de poids. Donc, pour survivre, une personne qui pèse, je vais le calculer devant vous, qui pèse 50 kilos, OK? On le multiplie par 3,5 millilitres par kilogramme de poids. Ça nous prend 175 millilitres pour cette personne-là qui pèse 50 kilos pour vivre au repos pendant 1 minute. Donc, si elle vit pendant 1 heure, OK, multiplié par 60, on est rendu à 10 litres d'oxygène pour vivre au repos pendant 1 heure. C'est cette méthode-là qu'on utilise pour calculer. Si on le prend pour une personne de 90 kilos, on prend une personne de 90 kilos à 3,5. Là, lui a besoin de 315 millilitres d'oxygène par minute. On le multiplie par 60. Mais cette personne-là a besoin de 18 litres comparativement à l'autre personne pour survivre au repos. Ce qu'on veut savoir, à partir du métabolisme de base, lorsqu'on sait la quantité d'énergie qu'on peut dépenser au repos par rapport à notre poids, on veut établir la capacité que notre cœur a de fournir un effort maximal. Comment on va mesurer ça? C'est-à-dire, on va essayer de faire un effort, on va vous faire des efforts pour calculer la quantité maximale d'oxygène que vous pouvez fournir par minute. Donc là, je vous donne un exemple. On va aller à la figure 8.2. On va se rendre sur le tableau à la figure 8.2. Les rangs centiles de consommation maximale d'oxygène obtenus par une méthode directe. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde les résultats qu'on a obtenus là, on a fait des tests sur un tapis roulant avec un embout où on mesure la quantité d'oxygène qu'on mesure à la minute lorsqu'on fait un effort. Depuis 1970 jusqu'à 2002, on a recueilli des milliers et des milliers et des milliers de données pour en arriver avec ces résultats-là qui sont très, très précis. Lorsqu'on va le calculer avec les tests, notre capacité cardiovasculaire, on va mesurer la quantité d'oxygène qu'on est en mesure de fournir lorsqu'on fait un effort maximal. C'est-à-dire qu'on va partir lentement, puis on va monter le tapis roulant jusqu'à ce que vous puissiez plus suivre la vitesse. Ça, c'est la mesure directe,
la plus précise qu'on peut avoir présentement sur la planète. Il y a d'autres choses encore plus précises que ça, mais disons que la majorité des tests ont été faits avec cette méthode-là. À la figure 8.2, on voit un monsieur qui est en train de passer le test, on le voit très bien. Il est équipé sur un tapis roulant avec un appareil qui mesure l'oxygène et le carbone lorsqu'il fait son test. Tout ça pour savoir la quantité maximale d'oxygène qu'il est en mesure de fournir pour son corps, qui pèse 50 kg ou qui pèse 90 kg. On revient au tableau 8.2. Si on regarde des hommes d'une trentaine d'années, la moyenne, lorsqu'on regarde le rang percentile, c'est-à-dire 50e percentile, on s'aperçoit que les gens sont en mesure de fournir 42,6 millilitres d'oxygène par kilogramme de poids. 42,6, c'est plus que 10 fois notre métabolisme de base. Donc, en moyenne, on dit si on est en mesure de fournir un peu plus que 10 fois notre métabolisme de base, on est dans la moyenne de notre capacité. Donc, plus on est en bonne condition physique, plus on est en mesure de fournir des éléments, une grande quantité d'oxygène à notre corps. Si on regarde notre 90e percentile, il est rendu à 52 pour une personne de 30 ans. Ça veut dire qu'il est plus de 15 fois son métabolisme de base. Fait que c'est excellent. Donc, on est parti de 3,5 pour vivre au repos. À une capacité, il est en mesure de pouvoir fournir 15 fois la quantité d'oxygène à son corps qu'il va en fournir au repos. Donc, l'effort qu'il va être en mesure de fournir avec tout cet oxygène-là va être probablement une course très rapide pendant une grande période de temps. Donc, juste en passant, l'homme qui a réussi sur la planète à obtenir le plus haut résultat a eu 95 millilitres par kilogramme de poids. C'est un Norvégien qui faisait du ski de fond. Puis la femme qui a réussi le plus haut niveau a réussi un résultat de 75 millilitres par kilogramme de poids. Fait que vous voyez, ça, c'est les meilleurs résultats sur la planète. Mais c'est quand même 95 versus 3,5 au repos. On part tout le temps avec ça. C'est-à-dire que les tests qu'on va voir aujourd'hui, c'est pour évaluer justement cette quantité d'oxygène-là qu'on est en mesure de fournir. On va voir une batterie de tests très simple qu'on va réaliser, qu'on est en mesure de réaliser pour pouvoir obtenir ça. Mais c'est des mesures indirectes, c'est-à-dire qu'on va estimer qu'en courant pendant 12 minutes, si vous courez une certaine distance, on est en mesure de mesurer la quantité d'oxygène que vous êtes en mesure de fournir à votre corps au maximum. Donc, je vous présente 6 types de tests qu'on peut faire pour évaluer la capacité cardiovasculaire. Ça peut se faire en gymnase, ça peut se faire en piscine, ça peut se faire sur des vélos. Nous autres, pour la fin du cours, c'est sûr qu'on va faire un test qui se fait en gymnase. Le tableau 8.3 que vous voyez présentement vous indique un test de Cooper. C'est un test qui dure 12 minutes, qui se fait soit à la course, comme je vous disais, ou il peut se faire à la natation, si on regarde le tableau 8.5, ou il peut se faire également sur bicyclette avec le tableau 8.6. Les différences vont être en mesure de distance, c'est-à-dire pour calculer la capacité de votre cœur, on va mesurer à la course la distance en kilomètres, à la natation, on va le mesurer en mètres et en bicyclette, on va le mesurer également en kilomètres. Les autres tests qu'on peut faire, le test de marche de 1,6 km. Si on regarde le tableau 8.7, on voit que c'est une mesure de temps qu'on a pris pour parcourir le 1,6 km. C'est sûr que c'est un test qui s'adresse surtout à des gens qui ne sont pas en mesure de faire de course. On va lui proposer de faire un test de 1,6 km. Mais c'est un test rapide. Si vous marchez le plus rapidement possible, c'est parce que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir faire de la course. On va vous dire, faites ce test-là, c'est plus simple à faire. 2 tests qui se font également assez facilement. Un test qui se fait assez facilement, c'est-à-dire le PAC. Pour garder l'image la figure 8.5, on voit que c'est monter et descendre des marches d'escalier. Pour ce test-là, ça va prendre une cassette, un petit peu plus d'équipement, qui vous donne un rythme imposé qui va augmenter au fur et à mesure que le temps va avancer. On voit bien sur la figure 8.5, c'est 2 marches d'escalier qu'on a à monter et descendre en suivant un rythme. C'est assez facile. On voit sur le tableau 8.8 les résultats qui ont été obtenus. Ces résultats-là qu'on voit, on voit les résultats exprimés en millilitres d'oxygène par kilogramme par minute. Donc, on voit également les résultats immédiats. 54, si on regarde la personne qui a 19 ans, on voit ces résultats, 54 millilitres, entre 54 et 57 millilitres par kilogramme de poids, que c'est un résultat moyen qui est acceptable.
Le dernier test que je vous montre, c'est le test 8, au tableau 8.9. C'est le test course navette de 20 mètres. C'est un test qui va être fait entre deux bornes de 20 mètres où, à chaque minute, on va augmenter la vitesse en kilomètres-heure. Vous voyez que sur le tableau, on voit que l'augmentation de vitesse à toutes les minutes, on passe de 8,5 km/h à 9, 9,5, 10, 10,5. Et on veut savoir jusqu'à quel point vous êtes en mesure d'augmenter cette vitesse-là sans arrêt pour calculer la quantité d'oxygène que vous avez besoin. C'est le test qu'on va faire dans le cours d'éducation physique, mais c'est un test quand même assez facile à faire. Beaucoup de tests de police, d'armée vont utiliser ce test-là de course navette de 20 mètres. Parce que c'est facile, ça se fait dans un gymnase en imposant un rythme, et c'est surtout un test qu'on est en mesure de faire avec plusieurs personnes. On est capable de mettre, tout dépendant du gymnase qu'on a, une vingtaine de personnes de large, et on y va ensemble pour pouvoir mesurer le test. C'est un test qu'on va utiliser dans le cours d'éducation physique pour pouvoir mesurer la capacité cardiovasculaire. La deuxième dimension de la condition physique qu'on va regarder aujourd'hui, c'est la vigueur musculaire. On va regarder les effets physiologiques de la vigueur musculaire. On va regarder aussi les tests qui font en sorte qu'on est en mesure de mesurer ces qualités musculaires-là. Les deux qualités principales qu'on va évaluer, c'est la force et l'endurance. C'est deux mesures faciles à regarder pour voir si quelle est notre condition physique au niveau musculaire, la force et l'endurance. Mais on va regarder dans un premier temps les bienfaits de la vigueur musculaire sur notre qualité de vie. Je vais utiliser le volume à la page 94 pour les étudiants. Je vous explique, je vous lis en détail les bienfaits de la vigueur musculaire. L'amélioration de cette vigueur musculaire est payante sur plusieurs plans. D'abord, la vigueur accrue dans les activités quotidiennes, donc faciliter la montée des escaliers, le travail, le transport de colis, bricoler, on a déjà parlé de ça. Aussi le métabolisme de base. On a parlé tantôt du métabolisme de base. Notre corps est constitué surtout de masse maigre et de masse grasse. Les masses maigres, c'est les organes, c'est les muscles, principalement dans notre cas, on va parler de muscles. Donc, plus on a de masse maigre importante, plus notre métabolisme de base va s'élever. Lorsqu'on parle d'entraînement, plus on entraîne musculairement notre corps, plus notre métabolisme de base va monter. Donc, au repos, notre métabolisme va dépenser plus d'énergie. Renforcement des os et des tendons. Je vous réfère à la figure 7.2. Lorsqu'on regarde la figure 7.2, vous voyez l'ossature, les tendons sont attachés après l'ossature. On voit que l'ossature est poreux. Lorsqu'on regarde cette image-là, on voit la figure 7.2 que l'os est poreux dans le centre et que le tendon est attaché après. Le tendon, c'est un élément qui n'est pas nécessairement contractile, mais c'est plutôt un élastique qui est attaché après. On le voit bien sur l'écran. Lorsqu'on travaille, l'ossature va grossir, c'est-à-dire que les cellules où le tendon est attaché, parce qu'on tire dessus régulièrement, bien, il y a une tension qui est dessus, l'os va améliorer son tonus, c'est-à-dire que la calcification va se faire, l'os devient plus solide. Également, le tendon, plus on tire sur le tendon, plus ce tendon-là va s'épaissir, donc il va être plus solide. C'est certain que lorsqu'on parle de renforcement des os et des tendons, c'est exactement ça. L'épaississement, le durcissement des os, à l'opposé, on peut parler d'ostéoporose, donc les os sont plus fragiles. Si on entraîne les gens qui font de l'ostéoporose, bien, on va justement aider à la calcification de cette ossature-là. C'est sûr que ça va prendre des médicaments, mais bref, l'entraînement favorise ça. L'entraînement musculaire. Diminution des risques de blessures, bien sûr. Si on a des muscles qui sont solides, on va diminuer les risques de blessures. On va diminuer les maux de dos. Bons abdominaux, bon dos. Soutien, c'est comme si je vous mettais une main dans le dos puis une main en avant puis je tenais ça. Donc, bonne musculature, ça nous permet d'éviter d'avoir des problèmes de dos. Meilleure perception de sa propre image, bien oui. On ne peut pas passer à côté de ça. Si on a un corps qui est dur, qui travaille régulièrement, on est fier de ça, puis la fierté nous amène une bonne estime de soi. On est fier de ce qu'on a accompli, pas parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un corps parfait. On parle d'un corps entraîné, qui est dur. Je dis, regarde, moi, là, je suis en bonne condition physique. Je n'ai pas un body qui éclate de partout, mais j'ai une bonne condition physique, mes muscles sont solides, je le sais, puis j'en suis très fier de ça. On travaille très fort pour garder une condition physique, mais ça nous paye au bout de la ligne. Bonne vie, une bonne qualité de vie. Dans l'amélioration de la vigueur musculaire, c'est très important de parler aussi, quand on parle d'effets physiologiques, l'épaississement des fibres musculaires. Je reviens sur le tableau 7.2. Lorsqu'on regarde une fibre musculaire, on voit, c'est indiqué faisceau de fibres. Donc, vous voyez un paquet de fibres ensemble. Et là, vous voyez une fibre musculaire qu'on a regrossie.
Cette fibre-là va augmenter en volume, c'est-à-dire qu'elle va grossir. Si on prend l'image, vous ajoutez des myofibrilles à l'intérieur, les petits éléments contractiles, et vous la grossissez. Plus le muscle va grossir, plus il va avoir d'efficacité. Si je m'en vais, j'ai un tableau, la figure 8.6. Vous allez voir, on voit un muscle qui a travaillé, puis un muscle qui n'a pas travaillé. C'est aussi clair que ça. Si on regarde quelqu'un qui fait du bodybuilding, puis quelqu'un qui n'en fait pas, bien, on voit les extrêmes. Quelqu'un qui a été dans le plâtre pendant un mois, une jambe dans le plâtre, puis vous regardez quelqu'un qui s'entraîne très, très fort, bien, on voit la différence au niveau du volume. On le voit très bien sur la figure 8.6. Lorsqu'on regarde le biceps, un biceps non entraîné, même affaibli par le manque d'exercice, qui est complètement atrophié. Puis on voit un biceps qui a été renforcé par l'exercice, et on pourrait même grossir ce volume-là avec l'image qu'on a là pour dire, bon, ben oui, on a un gain de volume au niveau du muscle. Donc, l'épaississement des fibres musculaires, c'est très important. Plus on a de fibres musculaires, bien entendu, plus notre corps est en mesure de fonctionner efficacement. L'augmentation de l'apport en oxygène dans les muscles actifs. On a parlé de ça. On a dit plus un muscle est actif, plus il va recruter d'oxygène facilement. Mais pas juste d'oxygène, il va aussi recruter plus de glycogène facilement. Il va recruter aussi plus de créatine phosphate facilement. Mais aussi, il va utiliser tous les éléments nutritifs qu'il a besoin facilement. Donc, lorsqu'il va être en mesure de forcer, bien, lorsqu'il a besoin de quelque chose, il va le chercher plus rapidement. Améliore la réponse neuromusculaire, réflexe. Quelqu'un qui marche dans la neige puis qui t'entraîne régulièrement, bien, il y a des jambes plus solides que quelqu'un qui ne s'entraîne pas, puis qui va aller marcher dans la neige, puis oups, il pogne une petite plaque de glace. Oui. Je pense que l'exemple est très clair. Quelqu'un qui a des réflexes meilleurs a beaucoup moins de chances de se blesser, va être beaucoup plus efficace au niveau neuromusculaire. Puis on parle aussi de sportifs. Donc, si vous faites du sport, excusez, puis vous utilisez vos muscles beaucoup plus efficacement, bien, la réponse neuromusculaire nous permet de pouvoir être plus efficace lorsqu'on fait notre travail. Si vous jouez au hockey, puis vous entraînez vos bras musculairement en salle de conditionnement physique, bien, vous avez beaucoup plus de chances que votre muscle soit efficace lorsque vous allez jouer au hockey. Si vous faites de la natation, c'est bien de faire de la natation puis de nager. Mais ce serait beaucoup plus efficace si vous nagiez. Puis en plus, vous alliez faire un peu de musculation. Parce que la musculation que vous allez faire en gymnase va être payante lorsque vous allez revenir en natation. Réponse neuromusculaire. Utilisation de la masse, l'ensemble de la masse musculaire pour pouvoir être performant. Je continue. Renforcement des tendons, on a parlé tantôt. Et bien sûr, l'hypertrophie des muscles, on a parlé tantôt. Pour évaluer la force musculaire et l'endurance musculaire, on a certains tests qu'on va pouvoir réaliser. Donc, surtout des tests faciles à mesurer pour la force musculaire si on a une salle d'entraînement. Peu importe, vous pouvez évaluer tous les muscles de votre corps. On appelle ça des tests de 1RM. Si on regarde la page 312 de votre volume, vous avez un exemple de mouvement, puis je vous montre cette image-là très simplement parce que ça pourrait être d'autres images, mais on voit un test qu'on peut faire sur le développé couché sur un banc ou ça pourrait être sur un appareil, mais vous pourriez le faire également pour n'importe quel muscle que vous voulez évaluer. On appelle ça un test de 1RM, c'est le maximum de charge que vous pouvez lever une fois. C'est un test facile à faire. Vous vous installez. C'est long un peu parce que vous devez vous réchauffer bien comme il faut le muscle que vous voulez évaluer. Si on parle d'évaluer le développé couché sur le banc, vous réchauffez comme il faut votre muscle, vous vous reposez. Lorsque vous êtes prêt, vous essayez de lever la charge la plus lourde une fois. Si vous êtes en mesure de la lever plusieurs fois, c'est-à-dire 10 fois, bien, vous allez prendre un repos d'au moins 3 à 4 minutes, même on parle de 5 minutes dans l'idéal, remonter votre charge, réessayer. Peut-être que vous ne pourrez pas parce que vous avez trop augmenté, puis pour être certain que c'est vraiment une répétition. Exemple, si je me couche sur le banc et que je lève 180 livres ou 80 quelques kilos, bien, c'est le maximum que je peux lever. Je le lève une fois, mais pas en mesure de le faire 2 fois sans aide, c'est mon maximum. Si j'étais capable de le faire 2 et 3 fois, c'est pas mon maximum. Je prends un bon repos de 5 minutes, puis là, je vais dire, bon, écoute, on va mettre 82 ou 83 kilos, puis je vais essayer. C'est 83 kilos mon maximum. Donc, le test de 1RM, c'est probablement la mesure la plus simple à mesurer pour la force et la plus directe aussi. C'est sûr, on mesure celui-là, ce groupe musculaire-là. On pourrait le faire pour les biceps, les jambes, on peut le faire pour n'importe quel groupe musculaire. Donc, le test de 1RM. Ça prend une salle d'entraînement, être patient, puis surtout pas être pressé pour faire le test pour ne pas vous blesser. Une autre façon de le faire, on appelle ça un dynamomètre. J'ai emmené le dynamomètre ici aujourd'hui.
C'est une bonne mesure pour calculer la force de préhension de la main. On l'a déjà vu dans une autre émission, mais quand même. C'est un test où on va serrer le plus fort possible un dynamomètre qui va nous donner une mesure assez précise sur la force que l'on a de préhension. Puis ça nous donne une mesure sur la force générale de notre corps. Donc, on fait le test avec la main droite et la main gauche, et on calcule. Vous avez dans votre volume la possibilité de pouvoir regarder également les résultats de ces tests-là. Donc, dynamomètre qui mesure la force. On avait deux sortes de tests, donc un RM pour la mesure de la force et le dynamomètre. On simplifie ça au maximum. Pour mesurer l'endurance musculaire, on va utiliser un test assez simple, puis un groupe musculaire qui travaille en endurance, c'est-à-dire les abdominaux. Si vous allez à la figure 8.8, on voit une image très claire du test du demi-redressement assis. C'est un test très facile. Vous vous couchez sur le dos et vous allez toucher le bout de vos genoux en vous soulevant au moins les omoplates du sol. Lorsqu'on n'est plus en mesure de soulever les omoplates du sol, bien, vous arrêtez le test. Puis c'est un test qui dure 60 secondes. Vous essayez de faire le maximum de redressement en 60 secondes, pendant 60 secondes. Donc, on va être en mesure de savoir l'endurance, avoir une bonne mesure de l'endurance de nos muscles abdominaux. On va utiliser aussi un test qu'on appelle le test des pompes. Si on regarde la figure 8.9, là, on peut faire ce qu'on appelle des bons vieux push-ups. Vous voyez position sur les pieds ou position sur les genoux. Bon, communément appelé les push-ups de gars et les push-ups de filles. Par contre, s'il y a des gars qui ne sont pas en mesure de faire des push-ups sur les pieds, bien, on est en mesure aussi de le faire sur les genoux. Vous faites le test. De toute façon, c'est un test comparatif. Mais les normes ont été établies que les hommes font les tests sur les pieds et les femmes sur les genoux. C'est un test que vous faites au maximum, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps. Vous en faites sans arrêt, en autant que vous n'arrêtez pas pour vous reposer. Vous faites le maximum de répétitions que vous pouvez faire sans compter de temps. Donc, c'est un test d'endurance qui va mesurer l'endurance du haut du corps, les muscles du haut du corps. Il va nous donner une bonne idée aussi des tests d'endurance générale de notre corps. Donc, aujourd'hui, on a vu, pour faire un résumé, le métabolisme de base, la quantité d'oxygène qu'on avait besoin pour vivre au repos, 3,5 ml par kilogramme de poids. On a vu des tests cardiovasculaires qui nous permettent d'établir la quantité maximale que notre corps peut fournir en oxygène. Justement, on peut aller jusqu'à, on a vu qu'il y a un athlète qui peut faire 95 ml par kilogramme de poids, comparé à 3,5 pour nous faire vivre au repos. Donc, il y a une très grande capacité à fournir de l'oxygène à son corps pour pouvoir faire des efforts surhumains. On peut vraiment aller vers là. On a vu aussi les effets physiologiques de l'entraînement au niveau musculaire et des tests correspondant à une mesure de la force et une mesure de l'endurance musculaire, c'est-à-dire les deux qualités principales au niveau de la vigueur musculaire. La semaine prochaine, on finit avec les deux derniers déterminants, c'est-à-dire la flexibilité, les effets physiologiques de l'entraînement sur la flexibilité et les effets physiologiques de l'entraînement sur le pourcentage de gras, ainsi que les tests pour mesurer la flexibilité et les tests pour faire des tests, parce qu'il y en a plusieurs, pour mesurer notre pourcentage de gras ou notre composition corporelle. Merci et à la semaine prochaine.